Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour MPCM Marie-Christine Horn. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour Et puis l'invitation. la question du début, c'est toujours la même. Les trois livres qui t'ont marqué ou que tu proposes à la lecture de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup, mais je dirais que je conseillerais vraiment J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué, parce que je ne pense pas qu'il sera encore publié aujourd'hui. Évidemment, dans le noir, il y a Jim Thompson avec 1280 âmes, qui est vraiment pour moi un livre que je recommande souvent. Parce qu'il C'est faut quoi le lire. pitch en gros de Thompson? Mais c'est l'histoire d'un flic qui travaille, enfin un shérif qui travaille dans un petit bled chez les rednecks. Mhm. Et on pense en fait, tout est assez absurde comme ce shérif réagit dans son petit patelin de 1280 âmes, où on a l'impression vraiment que c'est un peu le beauvais du village, quoi. Et au fil et à mesure que l'histoire se passe, on se rend compte que peut-être il n'est pas si absurde que ça et qu'il y a quand même une complexité derrière. Alors, C'est très très drôle, c'est très très noir, mais c'est jouissif. et puis, L'écriture est le jouissive. titre rappelle. Alors ça, maintenant, à l'époque, ça s'appelait 1278 A, mais Mhm. maintenant ils l'ont changé, ça s'appelle Code civil 1280 A. On le D'accord. retrouve encore. Puis pourquoi j'irai cracher sur vos tombes, ça serait interdit aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même des passages, notamment, mais je ne voudrais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas lu, mais notamment, bon, c'est une histoire de vengeance, hein, et à quelque part, pour assumer cette vengeance-là, le personnage principal va très loin, notamment il accepte d'accompagner un comparse dans un bordel où ce sont des prostituées de 13 ans, et je dirais, Alors, controversé. ça, c'est un livre qui m'a marqué, que je conseille à tout le monde. Je Mhm. l'ai lu très tard, après 40 ans, mais c'est un magnifique livre de Boris Vian. Et puis le troisième, alors? Alors, le troisième, j'irais plutôt dans la littérature anglaise, c'est évidemment Robin Cook avec J'étais Dora Suarez, qui est vraiment aussi un livre incroyable, avec des dialogues savoureux. Je pense que ce soit Jim Thompson ou Robin Cook ont l'art du dialogue, comme c'est un exercice assez périlleux dans l'écriture, mais eux le maîtrisent avec une saveur pratiquement jouissive. C'est drôle, c'est brillant, c'est juste, toute la musicalité est impeccable, et surtout l'histoire, elle amène une certaine réflexion. Et j'aime bien conseiller ces deux ouvrages pour les gens qui sont un peu friands de littérature noire, parce que je pense que ces ouvrages-là, c'est sur de la vraie littérature et ça peut réconcilier les gens avec les gens. Alors, je me suis demandé, là, je présente toujours le dictionnaire du diable, et je me suis demandé la petite définition un peu cynique ou différente, quel mot j'allais choisir. Puis finalement, je me suis dit que le mot pauvre était adéquat. Et la définition qu'il donne de pauvre, ce cher auteur, c'est un individu qui avait mis sa confiance dans le soutien de ses amis. Alors je trouvais que cette définition pour lancer ce dont on va parler tout à l'heure était assez adéquate, mais quelle est ta réaction par rapport à cette définition un peu... Qu'elle est très juste, on pourrait même un petit peu l'étoffer en disant que c'est pas forcément les amis, mais en tout cas les gens qui sont supposés, censés le soutenir. Oui. Alors on pourrait considérer que la définition d'amis, elle rentre dans cette optique-là. Maintenant, on pourrait dans ce cas-là concevoir que les services sociaux sont des amis. Alors justement, tu es ici aujourd'hui pour ce livre que je recommande alors vivement à tout le monde, sans raison. Et je crois que je vais commencer par lire un petit extrait, c'est le début du chapitre 7. J'ai hésité entre le début du livre et celui-là. Parce que je ne sais pas finalement, j'ai pris cette partie. Sur le chemin qu'il a ramené à la caravane, Margot appréciait de traîner la patte, admirant les parcelles de ses compagnons d'infortune, les cheveux mouillés, cachés sous un bonnet en laine. Cette sensation contradictoire de sa peau humide, avec l'air mordant du matin, stimulait ses instincts. Elle se sentait vivante, puissante, puisqu'invisible parmi la foule dormante. À ces heures, seuls les propriétaires de chiens foulaient le gravier, les yeux collés, vêtus du jogging embrumé des odeurs de leur nuit. Les kleps étaient habitués, ils chiaient à heures régulières, toujours à la même place, les sacs à caca émergeaient des mains de leur maître, bien avant que la bête se positionne, gênée, truffe basse, la tête tournée, lâchant la crotte enveloppée aussitôt d'un halo de vapeur chaude qui se mélangeait à la fumée des gros clopeurs, formant une armée d'odeurs promptes à donner la nausée. La plupart des matinaux carburaient à la nicotine. À l'aube, on se réveillait autant au chant des oiseaux nouveaux qu'au tout des résidents. Elle ne fumait plus depuis 3 ou 4 ans.
8 balles 50 le paquet de 20, 150 francs par mois le sac de croquettes, sans compter les frais de vétérinaire. Elle nourrissait les hérissons des restes de ses repas préparés sur la gazinière. Ils revenaient chaque nuit vérifier les écuelles. Leurs déjections témoignaient de leur passage. Parfois, elle en croisait un. Elle lui parlait un moment. Il s'habituait à sa présence. Je crois que j'ai choisi ce passage parce qu'il ne dit pas ce qu'est ce livre. Alors tu vas nous dire, il dit ce qu'est ta plume, mais il ne dit pas ce qu'est le livre. Euh, Peut-être nous dire un tout petit mot peut-être en lançant le premier chapitre et expliquer ce qui pourrait appâter le lecteur et l'amener à lire ce livre que je reconseille encore à tout le monde, sans raison, aux éditions, dans la collection Ténébris. C'est un roman noir, donc aux éditions Okama et BSN Press. C'est l'histoire, en fait, le livre s'ouvre sur un passage un peu difficile, puisque c'est un monsieur qui pète un plomb, en bon français, et qui va, pour une raison indéterminée, donc sans raison, ouvrir le feu sur une place de jeu et tuer plusieurs enfants. Et en blesser d'autres. Le titre est lié au premier chapitre, alors on peut dire, ou bien? Absolument. C'est ce qu'on appelle dans des faits divers quelqu'un qui ouvre le feu sans raison sur une foule. Et le livre va tendre à expliquer, pas expliquer, mais peut-être exprimer certaines situations de vie qui peuvent pousser des gens à agir sans raison. Alors justement, la première question que j'ai envie de te poser, c'est l'inspiration, elle est venue d'où pour écrire ce petit livre? L'inspiration, elle est venue très probablement des problématiques que certaines personnes, enfin, beaucoup de personnes ont subies suite aux effets collatéraux de la pandémie. Je pense notamment à tous ces métiers de la restauration, des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui se sont retrouvés dans des situations financières compliquées, dues au fait qu'on les a empêchés de travailler pour les raisons qu'on connaît. Et on s'est beaucoup intéressé pendant la pandémie à évoquer cette problématique de la maladie, du virus, etc. Mais on a un peu oublié après les conséquences qu'ont subi les gens et que certaines personnes subissent encore suite à cet arrêt de travail qui a été compliqué pour beaucoup de métiers et beaucoup de personnes et qui ont dû se retourner, qui se sont retrouvés dans une situation financière plus que compliqué et qui aujourd'hui encore, il y a des personnes qui ont tout perdu. Le manque de soutien qui... Tu nous as proposé 2 romans noirs en début et ici c'est clairement inscrit un roman noir. Alors peut-être nous donner la définition de ce qu'est le roman noir à tes yeux. Alors pour moi le roman noir c'est vraiment une critique sociale à un moment donné d'une époque ou d'une situation. Dans un lieu donné. Donc c'est précisément ce que fait ce roman-là. Donc c'est clair, c'est pas un polar, c'est pas un thriller, mais c'est vraiment de la littérature noire qui s'exprime sur une situation à l'époque et une thématique sociale. À l'Index, on a fait 2 chroniques. Là, j'ai pas le livre, mais il y a la première chronique, c'est vraiment un polar dans l'étang de feu et de soufre. On peut dire que c'est 2 livres qui sont tout à fait différents. Hein. Totalement. Ceux qui aiment les polars, alors ils se dirigeront là-dessus, et ceux qui aiment les romans noirs et la critique sociale, et en tous les cas, si vous devez choisir entre les 2 livres, nous à l'Index on n'hésite pas, ça sera celui-là. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ça engendre une polémique qui te dépasserait dans ta manière de décrire l'humanité souffrante? Peur, non, c'est pas le but, parce que je pense que quand on écrit, si on écrit avec la peur, on n'écrit plus rien. J'étais consciente que ça pourrait provoquer une certaine polémique. En fait, ça n'a pas provoqué cette polémique, mais le contenu du livre aurait pu. Le contenu du livre aurait pu, ça peut toujours, puisque j'imagine que tout le monde ne l'a pas lu encore. Mais je suis consciente que les thématiques sociales évoquées peuvent provoquer des réactions différentes chez les gens selon la propre perception qu'ils ont d'une situation sociale. Mais surtout, ce que j'étais consciente, c'est que ça allait provoquer une réflexion. Et c'est cette réflexion qu'on cherche. Je crois que si on écrit un livre pour être d'accord avec tout le monde, ou pour plaire à tout le monde, on n'écrit plus. De toute manière, du moment où on écrit quelque chose, et que ce quelque chose amène une certaine demande, ou j'irais même plutôt ici exige une certaine réflexion du lecteur,
ça va réveiller chez lui des propres sentiments par rapport au vécu, au parcours, à ce que la personne a évolué, comment la personne a évolué dans sa vie. Donc forcément qu'on sera d'accord, pas d'accord, mais en tout cas j'étais assez consciente que ça provoquerait une discussion. Et cette discussion, elle a lieu et j'en suis assez contente. Alors justement, par rapport au polar, on est dans un autre registre. Je dis souvent que quand on écrit que sur soi, mais j'ai envie de dire que ta part dans le roman policier ou ta part dans Sans raison est tout à fait différente. Alors la question, elle est très personnelle. C'est quoi ta part d'intime dans ce livre Sans raison? Très probablement parce que mon fils, au moment de la pandémie, était cuisinier. Donc, comme il est jeune, j'ai quand même essayé. Bon, il a perdu son emploi, ça a été compliqué de retrouver autre chose, c'était impossible. Et donc, à un moment donné, naturellement, on dirige vers les aides dont on a parlé à la radio, à la télé. On se dirige vers ces aides-là. Et ça a été vraiment un parcours du combattant. Et rapidement, je me suis rendu compte, mais il n'y a rien qui va venir. Et donc, heureusement que mon fils a encore une maman qui est susceptible de l'aider, de lui apporter de l'appui, que ce soit au niveau administratif, parce que j'ai vu des formulaires à remplir d'une complexité absolue, et je me suis dit, mais moi quand même, qui ai une bonne maîtrise du français, et qui de temps en temps me gratte la tête pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Et les aspects administratifs, et, voilà, et les procéduriers, etc. Et voilà, et les gens n'arrivent pas à les atteindre, ces services-là sont débordés, alors j'ose pas... je vous laisse imaginer dans une telle situation en plus où ils ne recevaient pas les gens, il faut fournir des documents, il faut les imprimer. Mais déjà rien que ça, pour une personne qui n'a pas un ordinateur ou qui n'a pas une imprimante chez lui ou qui ne travaille pas ou qui est empêché ou qui n'a pas les amis ou les structures pour obtenir ce genre de documents, on fait comment? Parce que mon fils, lui, il n'avait pas ces outils à disposition. Donc si je n'avais pas été là pour l'aider, qu'est-ce qui serait passé? Et quand bien même on avait ça, il manque toujours un dossier, il faut toujours quelque chose de différent. On vous demande toujours d'obtenir un document que forcément vous n'avez pas. Et pendant ce temps, ça tire en longueur, ça vous donne de nouveaux délais. Et la personne fait quoi pendant ce temps? Elle ne paye pas son loyer, elle ne paye pas ses caisses maladie, elle ne paye pas ses impôts, elle ne se nourrit pas, etc. On ne va pas tromper le lecteur ici, c'est pas sur le Covid, c'est sur les aspects sociaux. C'est ces aspects sociaux-là. Par contre, la question là, elle était claire, tu as répondu 100%, c'est l'inspiration, mais que le lecteur sache que c'est l'ensemble du circuit social qui est concerné, c'est naturellement pas exclusivement le Covid. D'ailleurs, le mot Covid, il n'est pas du tout dans... Du tout, pas du tout, non. Mais moi qui n'avais jamais été confrontée à ces difficultés administratives, tout d'un coup de les voir par l'intermédiaire de cette situation globale, j'ai été absolument effarée de voir qu'il y avait peu de choses et que si des personnes ne sont pas soutenues, aidées par des tiers, ou des assistants sociaux, ou quelqu'un, enfin par un tiers, c'est quasi... Je comprends que beaucoup de gens abandonnent, et surtout dans des situations... Il y a quelque temps que j'ai lu ce livre, je crois d'ailleurs être l'un des premiers à l'avoir lu, oui. À sa sortie. Par hasard, oui. Mais je crois d'ailleurs qu'un des personnages principaux a décidé de quitter ce monde des formules, etc., pour suivre sa route en disant mais je ne vais pas recevoir d'aide, donc c'est moi qui vais essayer de trouver une voie de sortie toute personnelle. C'est oui. juste. Hein, le personnage de Margot, absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va se confronter à ça, elle va se rendre compte qu'elle va entrer dans un engrenage sans fin. Donc elle va essayer de trouver des solutions alternatives à ça. Et donc ça va déjà commencer par abandonner l'idée de vivre dans un appartement parce qu'elle n'a plus les moyens financiers d'assumer un loyer, les charges d'électricité, chauffage, etc. Donc elle va décider d'aller vivre dans un camping de résidents à l'année où la location des parcelles sur l'année coûte 3 000 francs. Mais alors, pendant que tu écrivais, si tu arrives à te reporter à cette période-là, comment tu t'es senti là, corporellement, psychiquement, etc., au moment où tu écrivais ce livre? C'est toujours très compliqué parce que quand on se met dans un roman comme ça où ça demande beaucoup d'investissement émotionnel, psychologique, etc., c'est toujours des périodes qui sont très dures. Bon, peut-être pas pour moi, mais en tout cas pour mon entourage. Parce que de pouvoir exprimer ça, il faut pouvoir pratiquement le ressentir, avoir en tout cas une empathie profonde. Raison pour laquelle j'écris jamais de romans noirs d'affilée. Je coupe toujours avec un policier. Parce qu'on sent ça à travers, oui. à travers le
dérouler. D'ailleurs, j'ai pas honte de dire ici, tu le sais, puisque j'étais tout près de toi lorsque j'ai fini ce livre, je veux dire, la fin est tellement émouvante que ça m'a fait pleurer, mais pour des raisons probablement tout à fait différentes de ce que tu cherchais, mais c'est pour dire c'est un livre qui prend aux tripes, non seulement par l'écriture, mais par on va dire, la juste empathie que tu peux transmettre par rapport au personnage que tu as voulu créer. Oui. Est-ce que c'est un C'est tout à fait juste correct. C'est tout à fait correct. C'est la raison pour laquelle de se mettre autant. Alors moi j'aime à penser que quand même un auteur il est un vecteur de choses qu'on voit peut-être d'une manière différente. Mais pour moi un auteur il est vraiment vecteur de ça. Donc le livre, l'empathie elle est juste parce que les personnages existent. Ils n'existent pas en tant que personnages, Margot, Salvatore, etc. C'est des patchworks de situations de vie, c'est des patchworks de gens qu'on connaît, de caractéristiques, de moments particuliers qu'on échange dans la vie de tous les jours. Et ces moments-là, au bout d'un moment, ils s'accrochent à vous comme des petites parcelles de choses. Puis tout d'un coup, c'est comme un agglomérat qui se met ensemble. Et de ces petites parcelles, ces petites poussières de personnes qu'on rencontre qui se collent à vous, tout d'un coup, ça donne quelque chose qui veut sortir, qui veut émerger comme une boule de poil chez le chat, et il doit l'expulser. Si je te dis que c'est un livre sans concession, ça te parle ou bien pas? Oui, c'était le but, oui. Alors, comment tu pourrais mettre d'autres mots dans ces deux signifiants sans concession, dans ton esprit? Pour moi, déjà, c'est un livre qui est sans jugement. C'est un livre qui est hors flagornerie. Il n'est pas là pour faire plaisir à personne finalement. Il n'est pas là pour faire plaisir à une certaine partie de la population plus qu'à une autre. C'est un état des faits, j'aime pas tellement ça, mais c'est une histoire qui est basée sur des situations de vie réelles et sur lesquelles je n'amène pas de jugement. Et comme il n'y a pas de jugement, ou comme je ne jette pas le lecteur à se faire son propre avis, forcément il est obligé d'appeler à lui-même, enfin sur ses propres ressentis pour se forger sa propre opinion, en tout cas son propre ressenti. Tu penses au lecteur en écrivant? Non. Ou bien... Non, pas du tout. Non, je pense jamais au lecteur. Si je pensais au lecteur, je penserais à ma mère. Et si je pense à ma mère, est-ce que vraiment j'oserais écrire tout ce que j'écris? Je ne crois pas, je ne suis pas sûre. Donc non, je crois que si on veut être sincère avec soi-même, il faut... Les personnages prennent pied, prennent corps, et c'est eux qui racontent l'histoire. Parmi ces personnages, on a le sentiment... Enfin, on ne sait pas, et peut-être que j'ai été influencé par certains propos que j'ai vus, que j'ai entendus dans les tables rondes. La duchesse, c'est un peu celui que tu préfères. Mais alors oui. dis-nous qui est cette duchesse, sans spoiler le livre, mais c'est... Bien sûr, alors, mais pareil, elle est venue naturellement, elle s'est vraiment imposée dans l'histoire sans vraiment que je me rende compte, mais tout d'un coup elle était là. C'était d'un personnage secondaire, et c'est ce que je trouve intéressant dans les retours que je reçois de ce livre-là, parce que c'est vraiment un personnage secondaire du livre, c'est pas le personnage principal. Et elle s'impose naturellement, et tout d'un coup elle prend du poids. C'est une vieille dame, c'est une petite dame de 80 ans, et cette petite dame fluette de 80 ans, tout d'un coup prend tout l'espace, par sa personnalité, par son histoire de vie, par ce qu'elle dégage auprès des autres gens, et c'est très drôle, mais pour moi c'est presque une joie, ou en tout cas une reconnaissance de se dire que ce personnage qui n'est de loin pas le personnage principal, et c'est rare quand même que dans un ouvrage vous commenciez, vous avez deux personnages principaux qui perdent pied ou qui s'effacent vis-à-vis de ce personnage secondaire qu'est la duchesse. Mais je crois qu'il y a une part aussi qui est intéressante dans le sujet qui est traité du livre, parce que ça permet aussi aux personnes de se rendre compte que même avec bon, après je voudrais pas trop en dévoiler, mais même avec une vie secondaire, j'aime beaucoup. On a fait des lectures musicales avec Lauriane Cherpiot, et je lui ai laissé choisir la musique qu'elle voulait. Et qu'est-ce qu'elle a pris comme musique? Justement, elle a pris Les gens qui doutent de Anne Sylvestre. Et si on écoute cette chanson, c'est exactement ça. C'est vraiment, je pense, une partie de l'histoire, en tout cas pour ces gens du camping. Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, est parfaitement bien. Alors je voulais terminer. Et ça m'a provoqué d'ailleurs une émotion de l'entendre. C'était une chanson que je connaissais et que j'avais un peu oubliée. Et de découvrir qu'elle avait choisi ce texte pour ses lectures musicales, cette chanson pour ce texte. Ça a été ça m'a fait beaucoup d'émotions. Depuis la dernière émission, je proposais aux gens de citer une chanson pour la mettre à la fin de l'interview. Donc si tu es d'accord, je vais essayer de trouver celle de
d'Anne Sylvestre et de la D'Anne mer, Sylvestre, puisque oui. c'est en concordance avec ce qu'on dit. Alors, Il y en a deux d'ailleurs qui pour moi illustrent très bien le texte, c'est Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre et Les dingues et les paumés de Félix Tiefen également. Ah d'accord, ok. Mhm. Il y a un mot que j'ai noté ici, c'est tendresse simplement. Oui. J'ai envie de dire que ce livre-là, il est traversé, roman noir, hein, pourtant je dis aux gens qui nous écoutent, c'est un roman noir, mais qui est traversé par une immense tendresse, enfin quelque chose d'absolument qui nous prend corps et âme en fait. Oui. Est-ce que tu acceptes cette idée, indépendamment de cette brutalité sociale et puis interne à certains personnages? Oui, oui, tout à fait. Je trouve que c'est aussi un livre qui est rempli de tendresse. Et je pense aussi que c'était nécessaire par rapport à certaines situations de vie qui sont décrites, qui sont quand même terribles. Et de pouvoir comprendre qu'à la fin de cette forme d'abandon social, on retrouve encore une forme de tendresse et que l'être humain est encore capable de ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, sachant que je te recevais, de te poser cette question. Mais en fait, au moment où tu te lances dans ce projet, quelle est l'idée que tu as derrière la tête? Tu écris tes premières lignes, etc. Quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu veux transmettre au lecteur? Tu l'as un peu expliqué, mais peut-être... Mais je voulais vraiment pouvoir amener le lecteur à se faire une propre réflexion sur toutes ces problématiques sociales que certains êtres humains peuvent vivre. Parce qu'on a toujours un petit peu le jugement facile. Quand quelqu'un est à l'AI, c'est qu'il profite. Quand quelqu'un est au chômage, c'est que c'est un flemmard. Quand une personne est... Il y a toutes ces espèces de... Une femme divorcée, forcément, elle vole son mari. C'est toutes ces choses-là qu'on entend qui sont des propos rapportés, des espèces de clichés de la vie quotidienne. Et à quelque part, moi, la rumeur, elle fracture la société en soi. Mais oui, et j'ai commencé à développer une allergie par ces espèces de propos convenus qu'on sort à tire-larigot en disant « ouais, mais il l'a bien cherché, oui, mais... Et au bout d'un moment, à quel moment on se pose et on réfléchit avant d'émettre un jugement, où on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je ferais moi à la place? Comment ces gens sont arrivés là? Pourquoi cette personne, elle n'est pas capable de trouver du travail? Est-ce que parce que vraiment elle n'a pas envie? Ou est-ce qu'elle n'a pas le bagage nécessaire, le potentiel, les ouvertures? Est-ce que c'est un problème de manque de chance? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce qu'on a essayé de voir quelle était la problématique de fond? Et je crois que non, on préfère croire que les gens font exprès, qu'ils ont envie de vivre avec 1300 francs par mois. Dans mon métier où je suis amené à rencontrer un tas de personnes, etc., l'un des reproches, on va dire, fondamentaux, si on va dans l'essence des choses, que je pourrais faire aux magistrats, c'est leur refus de rencontrer l'autre. Et toi, j'ai envie de dire à tous les magistrats qui m'écoutent, mais lisez aussi Marie-Christina pour ça, parce qu'elle va à la rencontre de ces gens-là. Parce que tes personnages peuvent tous être sujets justiciables, on va dire, et pourraient tous avoir, pas seulement celui qui commet ses actes criminels au début du livre, mais tous les autres pourraient être sujets administratifs, etc. Et puis ils deviennent une sorte d'objet administratif, procéduraux, et toi tu essayes de les extraire de cette situation pour montrer qu'est-ce qu'ils ont en eux de fondamentalement humain. Oui, absolument. Absolument. Et j'ai l'impression aussi que quand ces gens-là arrivent à trouver des solutions alternatives pour vivre leur vie, ce qui est le cas de ces gens du camping, on leur casse encore ça. Puisqu'aujourd'hui, on tend, les communes qui ont ces campings, qui ont des résidents à l'année, tendent à les refuser, à plus les vouloir. Donc même ça, on leur empêche. Même ces gens qui essaient de s'en sortir par d'autres moyens, justement pour ne pas profiter du système, pour pouvoir vivre avec leurs moyens et ma foi se contenter de ce qu'ils ont, même s'ils ne vont jamais aller en vacances, faire des gros voyages ou s'acheter une grosse bagnole, mais qui essaient déjà au moins de s'en sortir en réduisant leur charge mensuelle, même là on ne les veut plus. Parce que ça implique qu'on ait des gens dans la commune qui ne rapportent pas ou qui devront demander de l'aide sociale et donc qui vont coûter à leur commune. Donc même là on s'en débarrasse. Donc à quel moment on se pose la question que quand on chasse les gens dans un espèce d'entonnoir et qu'on ne leur donne même pas la possibilité de vivre dignement avec de petits moyens dans des structures
dont ils se contentent, ou qui leur permettent en tout cas de reprendre pied avec la réalité, même de là on les chasse. Alors qu'est-ce que vont devenir ces gens-là? Parce que quand on continue de presser les gens et de leur enlever toute dignité, là vous faites des gens qui sont vides de sens et qui peuvent être amenés à avoir, à commettre des actes sans raison. Si on me posait la question, quel est le personnage principal de ce livre, j'aurais aucune hésitation et je dirais c'est le camping. Oui. Parce que ce camping-là, c'est un moment de solidarité exceptionnel qu'on ne devine pas, qu'on ne peut pas deviner, parce qu'on a des personnages, on va dire des hurluberlus, qu'on croirait sans âme et sans intelligence, et on les découvre petit à petit dans des rôles totalement différents, jusqu'à ces scènes finales qui donnent le frisson, pour dire tout. Et je crois que là, vraiment, c'est un mérite, c'est pas simplement dans l'écriture, c'est que je pense que tu as su vraiment réunir la forme et le fond d'une manière assez spectaculaire. Enfin, je dis aux gens, lisez ce livre en tous les cas. Accessoirement, c'est du coup le reproche, la critique qu'on me fait parfois, parce que, alors, les gens, c'est une critique qui est pour moi un compliment, parce qu'on me le dit, oui, mais c'est trop court cette partie du camping, on aurait voulu plus, pourquoi on n'apprend pas plus connaître les personnages, pourquoi t'as pas plus parlé de Moumous, pourquoi la duchesse, donc on me dit ça, donc j'ai quand même reçu quelques messages de gens qui sont frustrés, parce qu'ils disent, ouais mais c'est pas possible, il est trop court, t'aurais dû plus parler, puis Moumous qu'est-ce qu'il va devenir? La réponse que je donnerais à ces gens, reviens en toi, c'est Moumous, c'est toi, qu'est-ce que ça te donne, etc. Et ça permet ensuite une liberté de penser au lecteur. En fait. Mais c'est exactement ça, donc je suis contente d'avoir l'occasion de pouvoir le dire aujourd'hui, mais c'était volontaire. J'ai exprès pas voulu exprimer ces histoires de vie dans ces personnages du camping, parce que ces gens-là, vous les avez autour de vous, ils existent. Alors plutôt que de le chercher dans le livre, cherchez dans votre entourage. Mais c'était totalement réfléchi et volontaire de ne pas exprimer plus. J'ai voulu laisser ça ouvert parce que pour moi, une histoire d'un livre, quand elle est réussie, elle continue après, dans le quotidien. Et c'était l'exercice un peu périlleux que je voulais faire et qui a apparemment réussi puisque les gens en veulent plus. Oui, et j'ai assisté, donc, je ne sais pas, il y a 2 mois, je crois, à cette petite séquence où j'ai eu le plaisir de savoir que Béatrice, donc mon épouse, avait aussi beaucoup aimé ça. Et puis alors, elle n'est pas restée en dedans de son avis, puisqu'elle a dit que tu étais un peu c'était l'étranger de Camus. Donc je pense que ça t'a touché. Mais c'est de ce registre-là, parce qu'en réalité, le début de l'étranger de Camus que tout le monde connaît, avec ce soleil sur la lame, etc. J'ai envie de dire que ton livre, il commence un tout petit peu comme ça, sauf que le soleil, la lame, c'est remplacé par le bruit, ce bruit que le personnage principal, avant de péter les plombs, on va dire, n'a pas réussi à assimiler. Est-ce que ce renvoi, il est un peu osé ou bien? Alors, il m'a fait un beau cadeau. Non, mais je le renvoie du bruit et du soleil. Du soleil. Non, alors ça, c'est assez juste, parce que c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans L'étranger de Camus, c'est que justement, on pense que cet homme-là, il est en fait étranger à ses propres émotions. C'est un homme qui est étranger aux émotions. Alors que dans celui-ci, le parallèle est assez évident, c'est que c'est le trop-plein d'émotions. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la comparaison de Béatrice très intéressante, puisque c'est 2 livres qui parlent différemment des émotions ou du manque d'émotions d'un être humain et de la manière dont ils peuvent réagir différemment selon qu'on en est trop ou qu'on n'en est pas assez. D'ailleurs, c'est marrant ce que tu disais, parce que dans reproche, moi le reproche que je ferais, mais qui n'en est pas un pour les motifs bien expliqués, c'est que ce personnage du début du livre qui lance le livre, on se dit, mais est-ce qu'on ne l'a pas oublié finalement celui-là, on va dire le méchant de l'ensemble. Est-ce qu'on l'a trop oublié ou bien pas? Mais tu as répondu aussi, parce qu'on doit aussi s'interroger sur les raisons de ce passage à l'acte complètement dément. C'est-à-dire que le livre s'ouvre sur un personnage qui est absolument exécrable et détestable, qu'on déteste tout de suite. Et évidemment, les actes qu'il commet, vous ouvrez un... Je rassure le lecteur, on va le détester aussi à la fin. C'est pas... Mais les gens, et c'est accessoirement,
j'ai quand même eu des lecteurs qui m'ont dit oui, mais tu arrivais à nous faire aimer un assassin. Mais J'ai dit non, non, c'est pas vrai. on l'aime pas plus. Non. Moi, je l'aime pas plus. C'est pas pardonnable Non. ce qu'il a commis. Mais disons qu'on commence à comprendre quel est le déroulement, le schéma qui a conduit cet homme-là. Et voilà, donc on l'aime pas plus. Par contre, on commence à avoir une critique d'un système. Je pense que là, il y aura une réponse, mais le lecteur la connaîtra à la fin, parce qu'on peut pas, mais il y a une réponse qui est assez évidente à cette question. Puis effectivement, c'est pas qu'on l'excuse à la fin ou au début du livre, c'est pas du tout, mais en réalité, on voit... le processus. Mais c'est un processus... C'est pas simplement un processus individuel, c'est un processus collectif. Oui. Et c'est pour ça que cette image du camping, cette métaphore du camping, c'est nous, c'est la cité, ça peut être Neuilly, et ça peut être aussi les banlieues, etc. Hein. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre, ok, elle se fait dans ce camping, mais tu aurais pu le mettre dans un cirque ou... mais je trouvais intéressant justement de le faire dans un camping. Oui, parce que les conditions de vie sont... frugal. Oui, voilà, et puis c'est une notion qui existe, c'est une donnée qui existe, et je recommanderais à vos auditeurs de regarder un reportage que la RTS a fait, un excellent reportage que la RTS a fait il y a plusieurs années en arrière, mais vous pouvez le trouver sur YouTube, sur la vie des résidents dans les campings, et c'est exactement ça. Notamment un groupe de gens qui sont dans un camping au-dessus de Genève, dans des conditions hivernales dramatiques, et qui sont là et qui ont quand même cet engouement. Et moi, j'ai passé toutes mes vacances d'été gamine dans un camping avec mon grand-père. Bon, ça se ressent aussi, parce que tous ces moments de tendresse, ça se ressent. Alors très probablement, c'est aussi la raison pour laquelle il y avait de la tendresse dans ce livre-là, parce que de me remémorer ces années de camping et de pouvoir revivre ces instants-là auprès de mes grands-parents, évidemment que la tendresse, elle émane naturellement des livres. Alors j'essaye de raccrocher avec un truc d'actualité, et ce matin j'ai été acheter Le Temps, que je recommande. Il y a 6 ou 7 pages, un reportage sur les abus commis à Ecône, avec un témoignage franchement émouvant, fantastique, et une écriture de la journaliste Agathe Seppé que je recommande à tous. Celui qui fait, on va dire, son coming out d'une certaine façon, c'est François de Riedmaten. Et puis, je me suis dit, avant de faire réagir là-dessus, donc ça c'est le dictionnaire insolent de Narcisse Prat. Et puis, on connaît un peu le parcours de Narcisse Prat, mais j'ai pris la prétraille. La prétraille, c'est une petite définition ici. Mais non, éminence, ce n'est pas un terme de mépris. On les plaint seulement d'être contraints de perpétuer des cérémonies ridicules dans des accoutrements carnavalesques. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a une scène finale absolument magnifique qui pourrait... accoutrement carnavalesque entre guillemets, mais c'est vrai que cette scène, l'une des scènes finales est fantastique. S'efforcer de ne pas laisser leur regard s'égarer du côté du corsage entrouvert de leur pénitente pendant la confession, de se masturber avec la honte au front pour pallier leurs vœux de chasteté, mais les mépriser, non, ils sont bien trop pitoyables pour ça. Quelle est ta réaction par rapport à ce moment, à ces séquences que l'on vit, à cette période où le MeToo de l'Église a atteint des sommets absolument incroyables, puisqu'on a appris qu'il y a même un prêtre bien connu d'ici qui acceptait les offrandes d'un père, qui donnait ses enfants pour satisfaire ses pulsions. Donc on atteint des seuils en quelque sorte d'horreur sociale et écuménique, j'ai envie de dire, magistrale. Tout à fait. Alors comme femme, c'est quoi Je suis, en tant qu'être humain, déjà horrifiée par par ces choses-là, mais après on va discuter, ça devient politique, ces choses-là. Ton livre est aussi un livre politique. Absolument, mais moi je suis de religion réformée à la base. Donc évidemment, chez nous, les pasteurs se marient, ont une famille, ont des enfants. Et à ce moment-là, la problématique dans le milieu réformé, elle est quand même moindre.
Donc oui, du moment où vous mettez des hommes ensemble, vous les empêchez d'assouvir des instincts naturels, parce que j'aime quand même à répéter, faire l'amour c'est quelque chose de magnifique, c'est un instinct naturel, c'est comme boire, manger, je dirais, il n'y a rien de mal, de sale dans le fait de faire l'amour du moment où il est consenti. Et là-dessus, je fais un parallèle avec le livre de Béatrice Riant, ces gens-là, que je recommande aussi aux gens de lire absolument, parce que ces histoires d'inceste, c'est totalement monstrueux, et pour autant, mais ces histoires de curés, ces histoires de... c'est presque... Enfin, on le sait, on l'entend. Moi, je me souviens que dans mon village, j'étais pas soumise à suivre les cours œcuméniques parce que j'étais réformée, la plupart étaient catholiques, mais les enfants du village, ils aimaient pas aller faire serment de messe. Le curé venait le lundi matin tirer les oreilles à tous les gamins qui n'étaient pas venus à l'église dimanche, alors que c'est quand même la responsabilité des parents. Mais il leur piquait les sous quand ils faisaient serment de messe, puis que quelqu'un donnait parce qu'il allait aux gamins, le curé piquait l'argent. Et puis ce curé-là, d'ailleurs, que les gamins parlaient entre eux. Donc on le savait tous, il l'appelait Chita, c'était pas pour rien quand même. Il mettait les oreilles, il l'appelait Chita. Et puis il avait quand même des actes qui étaient délictueux. Et quand il a changé de commune, ça s'est su. Donc combien d'enfants ont subi des attouchements, on ne le sait pas. Mais à un moment donné, déjà, il faudrait casser cette espèce de pouvoir de l'Église qui n'est pas soumis au jugement. Mais et puis il faut que ces personnes soient jugées au pénal, dans le civil, et plus protégées Alors, j'aborde ce sujet parce que je dis toujours il n'y a pas de hasard, mais j'aborde ce sujet parce que j'ai reçu hier un homme qui n'a pas fait son coming out, qui a mon âge, donc, et qui n'a été violé qu'une fois. Je dis qu'une fois. Parce que naturellement, il y a des livres qui ont été écrits, des gens qui ont été 200 fois, etc. Lui, une fois, il le dit absolument, une fois à la chapelle de Châteauneuf, et il m'a dit, ça m'a bousillé ma vie. Il va être entendu par les gens de Zurich, etc. Il a décidé de parler, mais dans des petits comités, sans venir sur la place publique. Et puis, il est venu vers moi parce que j'avais écrit un truc qui l'avait assez touché. C'était sur deux choses. Parce que finalement, comment réparer? C'est irréparable. Toute sa vie a été bousillée, etc. Et lui, il dit deux choses qui ne sont pas insignifiantes. La première, ils doivent payer dans le sens, l'Église doit mettre la main au porte-monnaie et pas donner des dons frugaux à ces gens, et ils trouvent que c'est important. Et que tout le monde soit traité sur le même pied, que tous les gens que l'on reconnaît avoir été abusés de cette façon-là, il était servant de messe, lui, et à la fin c'est ça qui s'est passé. Puis la deuxième chose, c'est la nomination. Il dit, ces gens-là, c'est des gens publics. Moi, je trouve que c'est très important de nommer, de dire leur nom, parce que ça fait partie de ça. Et puis la troisième chose, c'est que les gens qui sont en haut, tout en haut, l'évêque, etc., eh bien, qui viennent devant les médias et qui parlent. Parce que naturellement, ils doivent transmettre leur honte, le honte de l'Église, mais ces moments-là, c'est des moments de délivrance, entre guillemets, pour ceux qui reçoivent, parce qu'il y a cette reconnaissance. C'est pas simplement une petite conférence de presse, etc. Donc, je dis à tout le monde, il faut les prendre à partie pour qu'ils s'expriment, parce que ils transmettent par leurs mots quelque chose de ça. Et moi, je trouve que le parallèle que je fais, il n'est pas si insignifiant avec ton livre, parce que c'est ça que tu as aussi voulu dire dans le monde social, dans la déchéance, dans les gens qui sont jusque plus bas avant de se relever. Et il faut changer certaines lois. C'est-à-dire que ces gens-là doivent être... On doit arrêter de protéger ces gens-là par le système ecclésiastique. Ils doivent être punis au pénal, dans la vie civile, et traités de la manière de tous les criminels. Et l'omerta au niveau de l'Église, ça suffit maintenant. Et puis après, ça c'est pour les gens qui ont déjà subi des choses. Puis après, il faut s'interroger de l'autre côté, comment prévenir ? Parce que punir, c'est une chose, mais il faut prévenir également. Et pour moi, la prévention, elle vient par un changement où les gens qui veulent entrer dans les ordres et exercer dans les ordres doivent pouvoir avoir la possibilité de se marier, de faire une famille. Je crois qu'on peut promulguer la parole de Dieu sans forcément être chaste. C'est une aberration totale. Et à un moment donné, il faut que ça change. Parce que ces problématiques, elles vont se répercuter. Parce que l'Église va attirer
Bien sûr, des gens qui parfois, qui ont envie de se consacrer à la parole de Dieu, moi je ne critique pas du tout ça, mais il va aussi attirer tout un tas de pervers qui vont pouvoir assumer leurs besoins pervers dans ce cadre-là, avec le pouvoir, l'autorité. Oui, première chose que tu dis et qui est bien ici dedans, c'est que notamment la fraternité des cônes de Saint-Pédis sacerdotal a cloisonné les archives. Et moi j'ai envie de dire aux organes étatiques, mais vous allez les séquestrer. Bien sûr. C'est une possibilité qui existe, on fait pour beaucoup moins que ça, etc. Et puis pour le moment on ne parle pas de délits prescrits, on va voir, puis si c'est prescrit, mais au moins ça rentrera dans un espace. Parce qu'au bout d'un moment, ou alors ça doit être le peuple qui doit se soulever à un moment donné, le message doit être fort. Sortez-vous de l'église, arrêtez de payer des impôts paroissiaux. Payer des gens qui pratiquent l'omerta, qui pratiquent des actes qui sont couverts, cachés. Non, au bout d'un moment, moi je refuse de financer un système pareil. Il est hors de question. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens d'église qui disent c'est vrai, c'est scandaleux, tout ce qu'on veut, etc. Mais allez aussi regarder ailleurs parce qu'il n'y a pas que nous. Mais à un moment donné, on commence, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, c'est surtout au niveau très bien. chrétien. Donc déjà faites-le dans ce sens-là. Et puis arrêtons cette langue de bois. Regardez les églises, le Vatican, c'est les bâtiments les plus chers. Ils entretiennent des bâtiments qui sont vides alors qu'on promeut une aide à la misère sociale. Mais s'il vous plaît, on se moque de qui là? Alors relisez les écrits bibliques parce qu'il ne me semble pas que Jésus vivait dans le plus grand bâtiment de Rome. Donc à un moment donné, stop. Puis pour revenir à ton livre, tu as eu des réactions d'adolescents, ceux qui sont au début de leur vie, qui ne savent pas ce que le chemin de la vie va leur réserver par rapport à ça. Tu as eu des retours? Non. Pas du tout. Non. Parce que oui, alors peut-être aux jeunes aussi, hein, L'étranger, c'est un bouquin qui est admiré, un des plus vendus, etc. Ça serait bien de voir leur réaction, la réaction de ces gens-là à l'école, avant qu'ils connaissent leur chemin de vie, avant qu'ils vont faire partie des favorisés ou non, et ce que la vie leur réservera, parce que je pense que ça peut leur donner une ouverture qui est tout différente. J'ai envie de dire que ce livre-là, il faut le donner aux étudiants qui étudient les sciences économiques à Saint-Gall, qui sont censés être les plus huppés de notre société, pour voir comment eux, ils réagissent à ces situations-là. Ça, c'est des cas concrets, les professeurs devraient... parce que, effectivement, mais pas les trop jeunes, hein. Pardon? Pas les trop petits, hein. Pourquoi Parce qu'il y a quand même non, mais là je parle des étudiants. Non, les étudiants qui sont en première année d'HEC, c'est totalement adapté. Je veux dire, ils n'ont pas vécu ça, aucun d'entre eux n'a vécu ça, mais empêche que ça donne une ouverture, et le jour où ils tomberont sur des gens de ce type-là, ils ont une appréhension. Hein. Et je dis, il n'y a pas d'école de magistrature en Suisse, mais je pense dans les écoles de magistrature, pour sentir les gens, je pense que c'est très très important. Oui, hein. D'ailleurs, Jacques Vergès, le grand avocat qui a défendu les plus grands criminels, etc., il disait qu'un avocat était formé par la littérature. Oui, c'est ça. Et donc là, j'ai envie de dire que peut-être Marie-Christine aurait pu être juge, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné pour juger. Je pense que j'aurais été un très mauvais juge. C'est vrai, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On dit, Freud, il a dit que c'était impossible d'être juge, donc on sait que c'est un métier très difficile, quelle que soit la position qu'on peut adopter. Hein. Ça, c'est clair. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que tu dis, tu n'as pas voulu juger. À aucun moment, tu poses de jugement. Non, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'exprimer quelque chose, et c'est au lecteur de se faire son opinion. Mais je n'ai pas envie de diriger. Je n'ai jamais aimé diriger les gens dans leurs pensées. Chacun est libre de penser ce qu'il veut devant une situation. Mais la situation, elle doit être posée. Mais il me semble que tu diriges le lecteur vers un non-jugement, finalement, presque. Ça doit lui parler. Si une personne lit le livre et fait preuve d'un peu plus de bienveillance ou de combat, j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit je ne savais pas. J'ai toujours grandi dans une situation aisée, j'ai été privilégiée dans ma vie, j'ai fait des bonnes écoles, mes parents étaient aimants, etc. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Et c'était les premiers qui m'ont avoué. Il faut quand même faire preuve de beaucoup d'intelligence et de recul pour dire j'étais de ces personnes-là qui jugeaient, qui émettaient des critiques. Je ne le ferai plus. Et puis, les gens, les intervenants sociaux qui voient plein de ces situations, etc.,
en quoi ils pourraient être touchés dans le sens d'un remodelage de leur façon d'aborder ces gens. J'ai pas tellement envie de taper sur les gens qui travaillent au front. J'ai plutôt envie de... Parce que ces gens-là, ils sont tout à fait conscients de ça. Maintenant, ils n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sollicitent des soutiens et de moins en moins d'employés pour les soutenir. Et quand vous avez, je ne sais pas combien de cas par jour et toutes des situations de vie plus dramatiques les unes que les autres, on parlait tout à l'heure de l'inceste ou des problèmes d'abus à Econ. J'ai connu un éducateur social qui travaillait donc dans un foyer avec des enfants qui étaient placés là toute la semaine parce que la famille était déficiente. Et notamment le cas d'une petite fille qui avait été placée là parce que les parents étaient en plein divorce, situation dramatique, et le papa était soupçonné d'abus et il avait touché sa gamine. Et le juge avait décidé que le papa pouvait voir sa gamine un week-end sur deux. Et c'était comme ça. Donc les éducateurs savaient pertinemment que la gamine subissait des abus de la part du père, mais par voie de jugement, ils étaient obligés de remettre la gamine au père le week-end. Et ils la récupéraient dans des états catastrophiques le dimanche. Mais le temps que vous ouvriez une procédure, que vous manifestiez qu'il y a des machins, que la gamine ne rentre pas en état, etc., ça prend du temps, les magistrats sont débordés, les dossiers sont comme ça sur les tables. Et pendant ce temps, la gamine, elle va chez son père un week-end sur deux. Parce que la réponse, effectivement, les intervenants sociaux connaissent ces situations, ils ne vont pas être surpris de ce que tu décris, mais j'ai envie de dire, de voir des mots posés dans le cadre d'un roman noir, d'ailleurs, roman noir de fiction, on va dire, mais de fiction réelle, hein, tu l'as bien expliqué, moi je pense que ça peut les pousser à presser la hiérarchie supérieure. Mais le nerf de la guerre, Stéphane, vous le savez, c'est toujours l'argent. Donc, si ils poussent en haut, mais que le budget n'est pas suffisant pour engager du personnel, pour avoir plus de suivi, etc., ça ne va pas bouger. Donc, pour moi, la réponse, elle est toujours politique. Là, la réponse, elle est politique. Il faut que des politiques prennent ce cheval de bataille en main, qu'ils le mettent dans leur projet d'élection et que le peuple vote pour des gens qui ont de tels projets en note. Et c'est... Le peuple a aussi son mot à dire par rapport à ça, mais ça va passer par les urnes, évidemment. Alors pour faire dans la contradiction, je dirais que ce n'est pas du tout un roman noir, mais un roman d'espoir. Qu'est-ce que tu réponds ? Alors c'est un roman noir par rapport au fait que c'est une critique sociale d'une thématique donnée, évidemment, mais j'espère effectivement que ça va être aussi source d'espoir pour pas mal de gens. En tout cas, si déjà, parce qu'on sait très bien qu'au niveau des budgets politiques, etc., ça prend toujours des années. Par contre, si déjà chacun dans son entourage quotidien peut prêter une oreille bienveillante à des situations de vie complexes et se dire peut-être, au fait, si tu as besoin que je te donne un coup de main pour un courrier, n'hésite pas. Tu sais, j'ai une imprimante à la maison puis un ordinateur. Si tu as besoin d'imprimer un truc, tu peux venir chez moi. Ça serait déjà pas mal. Et puis d'arrêter le jugement de dire, celui-là, il est à la maison toute la journée, c'est parce qu'il a pas envie de bosser. Mais avec les gens que tu as rencontrés, etc., est-ce que peut-être le reproche qu'on pourrait faire, c'est une question que je pose, est-ce que le sujet, la personne, le justiciable, il devient, peut-être par le volume, par l'absence de ressources, etc., de sujet devient un objet administratif? Mais absolument. Vous êtes un numéro quand vous rentrez dans le système social. Juste un numéro. Et c'est ça qui fait que Margot, à un moment donné, elle est dans ce bureau, elle se dit non, je ne vais pas aller dans le bureau à côté, je sors du bureau. Oui, et poursuivre ce chemin qui la conduira vers la duchesse qu'elle ne connaissait pas. J'ai rencontré beaucoup de gens qui est arrivé à ça et qui ont eu qui ont pu retrouver de la dignité et un certain niveau en tout cas pouvoir survivre parce que des entrepreneurs, alors dans les villages peut-être il y a encore ce côté-là qui est plus parlant, mais parce qu'un entrepreneur de la région a dit bon bah toi j'ai besoin d'un manoyant pour venir faire des travaux chez moi, tu viens, je te paye tant de l'heure et puis tu viens faire des travaux, etc. Mais beaucoup de gens fonctionnent comme ça, refusent le système social parce que c'est impossible et parfois trop complexe, mais je connais en tout cas une situation de quelqu'un qui est allé demander de l'aide aux sociaux et qui est sorti parce qu'il ne comprenait rien au dossier et qui aujourd'hui peut survivre grâce au soutien populaire d'entrepreneurs qui font appel à ces services quand ils ont besoin d'aide.
Mais c'est ces gens-là, c'est ces entrepreneurs qu'il faudrait féliciter. C'est eux qui méritent une... Enfin, ils ne demandent même pas la gloire et la médaille, mais au bout d'un moment, ben, tout le monde il trouve son compte. Bon, on choisit quel morceau de musique pour terminer? Lequel des deux? Ah, les gens qui doutent. Les gens qui doutent. Alors, Marie-Christine, un grand merci pour ce moment. Merci à vous pour m'avoir reçu.